Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de passage secret, celui que j'ai découvert dans la maison de mes parents et qui cachait bien plus qu'un simple couloir. Je m'appelle Julia, j'ai 34 ans et pendant longtemps j'ai cru que les maisons n'étaient que des maisons. Des murs, un toit, des souvenirs qu'on y accroche comme des cadres. Je ne croyais à rien de tout ça, aux histoires qu'on se raconte le soir pour se faire peur, aux légendes de grand-mère, aux bruits qu'on explique toujours par la tuyauterie ou par le vent. J'étais quelqu'un de rationnel, ingénieur de formation, les pieds sur terre, le genre de personne qui débranche les appareils avant de les démonter pour comprendre comment ils fonctionnent. Je vous dis ça parce que ce que je vais vous raconter ce soir, je ne l'aurais jamais cru possible si je ne l'avais pas vécu moi-même, dans ma propre chair, dans mes propres nuits blanches. Tout commence il y a un peu plus de 2 ans, quand mes parents ont pris la décision de vendre la maison familiale. Cette maison, je l'ai connue toute mon enfance. Une bâtisse en pierre du 19e siècle, achetée par mon père dans les années 80, en Bourgogne, au milieu d'un terrain boisé, à l'écart du village. Une maison avec du caractère, disait toujours ma mère. Une maison avec de l'histoire plutôt, parce que cette maison-là, avant d'être la nôtre, avait appartenu à d'autres familles, avait vu d'autres vies s'y dérouler, et je crois aujourd'hui qu'elle en gardait quelque chose, une mémoire, une trace, quelque chose qui ne s'efface pas avec un simple coup de peinture sur les murs. Mes parents avançaient en âge, la maison était devenue trop grande pour eux, trop de pièces à chauffer, trop d'escaliers à monter, et ils avaient décidé de partir vivre dans un appartement plus petit, plus proche du centre-ville, plus proche des commerces et de l'hôpital aussi, parce qu'on ne se voile jamais vraiment la face avec l'âge qui avance. Ils m'avaient demandé de venir les aider à vider les combles, la cave et surtout cette fameuse bibliothèque du salon qui n'avait jamais été entièrement débarrassée depuis que nous avions emménagé quand j'avais 5 ans. J'étais arrivée un vendredi soir avec l'intention de rester tout le week-end. Mes parents avaient déjà commencé le tri dans les chambres à l'étage et il me restait le rez-de-chaussée, en particulier cette grande bibliothèque en bois massif qui occupait tout un pan de mur dans le salon, du sol jusqu'au plafond. Une bibliothèque que mon père avait toujours dit avoir trouvé déjà installée quand ils avaient acheté la maison, vissée dans le mur d'une manière presque étrange, comme si elle faisait partie intégrante de la structure elle-même, plutôt que d'être un simple meuble rapporté. Ce vendredi soir-là, je me souviens d'avoir ressenti quelque chose d'inhabituel en entrant dans le salon. Une sensation de froid, localisée, comme une poche d'air qui n'aurait pas dû être là, juste devant cette bibliothèque. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment. On était en octobre, les nuits commençaient à fraîchir et la maison, mal isolée par endroits, avait toujours eu ses coins plus frais que d'autres. Je me suis dit que c'était simplement ça, rien d'autre qu'un courant d'air mal placé. J'ai commencé le tri le samedi matin. Des centaines de livres à trier, à mettre en carton, certains à garder, d'autres à donner, d'autres encore à jeter tant ils étaient abîmés par l'humidité. Un travail long, méthodique, qui m'a occupé toute la matinée. Et c'est en fin d'après-midi, alors que j'avais vidé les 3/4 des étagères, que j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, malgré toutes les années passées dans cette maison. Une charnière, une petite charnière en métal noirci, presque invisible, dissimulée sur le montant vertical de la bibliothèque à hauteur d'épaule. Je me souviens de m'être arrêté net, le carton de livres encore dans les bras, et d'avoir fixé cette charnière pendant plusieurs secondes sans comprendre. Une bibliothèque n'a pas de charnière. Une bibliothèque, ça ne s'ouvre pas comme une porte. J'ai posé le carton par terre et je me suis approchée. En observant plus attentivement, j'ai remarqué une deuxième charnière, plus bas, dissimulée elle aussi dans les moulures du bois, et surtout, j'ai remarqué que l'ensemble de la structure, une fois tous les livres retirés, ne touchait pas tout à fait le mur du fond. Il y avait un espace de quelques centimètres à peine, invisible tant que les étagères étaient chargées, mais bien réel. J'ai appelé mon père. Il est descendu de l'étage, un peu essoufflé, et je lui ai montré ma découverte. Je me souviens de son visage à ce moment-là, une expression que je n'avais jamais vue chez lui, un mélange de surprise sincère et de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai identifié que bien plus tard comme de l'inquiétude. Il m'a dit qu'il n'avait jamais remarqué ça en 30 ans, ce qui, avec le recul, me paraît difficile à croire, mais je n'avais aucune raison de douter de lui à ce moment précis. Nous avons donc entrepris, ensemble, de comprendre le mécanisme. Il nous a fallu près d'1 heure pour trouver comment actionner l'ensemble en tirant sur une étagère du bas tout en poussant sur le montant latéral. Et là, dans un grincement métallique qui m'a glacé le sang bien avant que je comprenne pourquoi, toute la bibliothèque a pivoté sur elle-même, comme une porte, révélant un renfoncement sombre dans le mur, un passage. Un véritable passage secret, comme dans les histoires qu'on lit enfant, sauf que celui-ci se trouvait dans le salon où j'avais passé toute mon enfance à regarder la télévision, à faire mes devoirs, à vivre ma vie sans jamais soupçonner qu'à quelques centimètres de moi, derrière ces livres, se cachait un couloir.
Mon père est resté silencieux un long moment, la lampe torche à la main, à éclairer l'intérieur de ce renfoncement. Je me souviens avoir ressenti, à cet instant précis, la première véritable vague de malaise. Pas de la peur, pas encore, mais quelque chose de plus sourd, de plus tapis, comme un instinct animal qui me disait de ne pas avancer. Je n'ai pas écouté cet instinct. Bien sûr que non. J'étais bien trop curieuse, bien trop excitée par cette découverte pour reculer. Le passage menait à un escalier étroit, taillé à même la pierre, qui descendait sur une dizaine de marches avant de déboucher sur une petite pièce à peine plus grande qu'un cellier, aménagée sous le salon dans un espace qui, d'après les plans de la maison que mon père avait conservé, n'était censé exister nulle part. Une pièce fantôme, une pièce que même les documents officiels du cadastre ignoraient. Nous sommes descendus tous les deux, le cœur battant, la torche balayant les murs humides. La pièce était vide ou presque. Un vieux fauteuil recouvert d'un tissu pourri par l'humidité, une malle en bois fermée par un cadenas rouillé, et sur le mur du fond, gravés directement dans la pierre, des symboles que ni mon père ni moi n'avons su identifier sur le moment. Des lignes entrecroisées, des cercles concentriques, quelque chose qui ressemblait presque à un calendrier ou à un décompte. C'est cette nuit-là, la première nuit après notre découverte, que les choses ont commencé à changer. Je dormais dans mon ancienne chambre, à l'étage, juste au-dessus du salon. Une chambre que je connaissais par cœur, chaque craquement du parquet, chaque reflet de lune sur les rideaux. Cette nuit-là, je me suis réveillée vers 3 heures du matin, sans raison apparente, avec la sensation très nette que quelqu'un se trouvait dans la pièce avec moi. Pas un bruit particulier, juste cette certitude, viscérale, que je n'étais plus seule. J'ai ouvert les yeux dans le noir, le cœur battant à tout rompre, et j'ai scruté les recoins de la chambre sans rien distinguer d'anormal. Mais l'air était froid, beaucoup trop froid pour une nuit d'octobre dans une chambre fermée, un froid qui semblait monter du sol, comme s'il remontait directement de la maison elle-même, de ses fondations, de cette pièce que nous venions de découvrir juste en dessous. Je me suis rendormie difficilement en me convainquant que c'était l'excitation de la journée, l'adrénaline de la découverte qui jouait des tours à mon esprit fatigué. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ma mère nous a annoncé qu'elle avait mal dormi elle aussi, qu'elle avait entendu à plusieurs reprises dans la nuit des sortes de raclements, comme si on traînait quelque chose de lourd sur le sol, juste en dessous de leur chambre. Leur chambre se trouvait à l'opposé de la maison par rapport à la mienne, sans lien direct avec le salon ou la pièce secrète. Je n'ai pas fait le rapprochement sur le moment. J'ai mis ça sur le compte du hasard, des vieilles maisons qui craquent, des tuyauteries qui se dilatent avec les changements de température. Le week-end s'est terminé et je suis rentrée chez moi à Lyon, où je vis et travaille. J'ai repris le cours normal de ma vie sans plus penser à cette découverte, si ce n'est pour en parler, avec un mélange d'amusement et de fierté, à quelques amis, comme on raconterait une anecdote insolite. Un passage secret dans la maison de mes parents, quelle histoire incroyable, quelle chance d'avoir découvert ça. Je ne savais pas encore que cette découverte allait, dans les semaines qui suivirent, changer radicalement le cours de ma vie. Environ 2 semaines plus tard, ma mère m'a appelée, la voix tendue, pour me dire que les choses n'allaient pas bien à la maison. Elle ne dormait plus, mon père non plus. Les raclements qu'elle avait entendus cette première nuit s'étaient répétés presque chaque nuit depuis, toujours à la même heure, entre 3 heures et 4 heures du matin. Et à ces raclements s'étaient ajoutés d'autres phénomènes, plus troublants encore, des portes qui claquaient sans courant d'air pour les expliquer. Une odeur, parfois, une odeur de terre humide et de moisie qui montait dans le salon sans raison apparente, comme si le passage, malgré la bibliothèque refermée, continuait d'exhaler quelque chose depuis ses profondeurs. Je me souviens de lui avoir dit, avec toute la condescendance rassurante d'une fille ingénieure persuadée de tout comprendre, que c'était probablement lié à l'humidité de cette pièce que nous venions d'ouvrir après des décennies de fermeture hermétique. Que l'air stagnant, en circulant enfin, réagissait avec l'air de la maison, provoquait des variations de température qui expliquaient les bruits, les odeurs, tout. Une explication rationnelle, propre, rassurante. Je voulais y croire, pour elle autant que pour moi. Je suis retournée à la maison le week-end suivant, davantage par inquiétude pour mes parents que par curiosité pour le phénomène en lui-même, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, moi aussi, à ressentir les choses de mes propres yeux, de ma propre peau. Le vendredi soir de mon arrivée, alors que nous dînions tous les trois dans la cuisine, nous avons entendu distinctement un bruit sourd provenant du salon. Un bruit comme celui d'un objet lourd qui tombe, ou plutôt qu'on laisse tomber délibérément, avec une sorte d'intention dans la manière dont le son résonnait. Nous nous sommes regardés tous les trois sans un mot, et je me souviens que mon père a été le premier à se lever pour aller vérifier. Je l'ai suivi. Le salon était vide, silencieux, rien n'était tombé, aucun objet déplacé. Mais devant la bibliothèque, exactement à l'endroit où se trouvait le mécanisme d'ouverture, l'air était glacial.
Un froid si intense que j'ai vu distinctement la buée sortir de ma bouche à chaque respiration, alors que le chauffage central fonctionnait normalement dans le reste de la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon ancienne chambre. Quelque chose en moi refusait d'y retourner, une appréhension diffuse que je n'arrivais pas à nommer clairement, mais qui me tenait éveillé, assis dans le salon avec mon père, à fixer cette bibliothèque comme si elle pouvait à tout moment se remettre à pivoter d'elle-même. Vers 2 heures du matin, nous avons entendu tous les deux en même temps les fameux raclements dont ma mère nous avait parlé. Un son lent, régulier, comme le frottement d'un objet lourd et informe qu'on traîne sur un sol de pierre quelque part sous nos pieds, dans cette pièce secrète que nous avions rouverte au monde après tant d'années. Mon père, que je n'avais jamais vu montrer la moindre inquiétude devant quoi que ce soit, s'est levé sans un mot et a rouvert la bibliothèque. Nous sommes descendus ensemble dans la pièce, la torche à la main, mon cœur cognant si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait couvrir tous les autres sons. La pièce était vide, exactement comme nous l'avions laissée 2 semaines plus tôt. Le fauteuil pourri, la malle fermée, les symboles gravés dans la pierre. Rien n'avait bougé, du moins en apparence. Mais l'air dans cette pièce était irrespirable. Pas au sens propre, je pouvais toujours respirer, mais au sens où chaque inspiration semblait me demander un effort, comme si l'air lui-même était plus dense, plus lourd, chargé de quelque chose que je ne saurais décrire autrement que comme une présence. Nous avons décidé cette nuit-là d'ouvrir la malle. Je ne sais pas exactement ce qui nous a poussés à faire ça, à cette heure précise, dans cet état de fatigue et de nervosité extrême. Peut-être le besoin irrépressible de comprendre, de mettre des mots et des explications sur ce que nous vivions. Mon père a forcé le cadenas rouillé avec un pied de biche qu'il avait pris dans le garage, et le couvercle s'est ouvert dans un grincement qui a résonné bien trop fort dans le silence de cette petite pièce enterrée. À l'intérieur, nous avons trouvé des vêtements d'époque, poussiéreux, mangés par les mites, appartenant visiblement à un enfant. Une paire de chaussures d'enfant, minuscules, en cuir craquelé. Et surtout, tout au fond de la malle, sous les vêtements, un carnet relié de cuir noir dont les pages, jaunies et cassantes, portaient une écriture fine et serrée, à l'encre presque effacée par le temps. Je me souviens d'avoir pris ce carnet entre mes mains et d'avoir ressenti à ce moment précis une décharge de froid remonter depuis mes doigts jusqu'à mon épaule, comme si l'objet lui-même était traversé d'un courant électrique glacé. Nous n'avons pas réussi à déchiffrer grand-chose cette nuit-là, l'écriture étant trop abîmée et trop ancienne pour être lue rapidement à la lueur d'une simple torche. Nous sommes remontés, avons refermé la bibliothèque, et je suis resté avec mon père, éveillé jusqu'aux premières lueurs de l'aube, le carnet posé entre nous sur la table du salon, sans que ni l'un ni l'autre n'ose vraiment le rouvrir tout de suite. Le lendemain, avec l'aide d'une amie historienne à qui j'ai envoyé des photos des pages les plus lisibles, nous avons commencé à comprendre ce que contenait ce carnet. Il s'agissait du journal intime d'une femme ayant vécu dans cette maison à la fin du XIXe siècle, bien avant que mes parents ne l'achètent. Une femme qui, d'après ce que nous avons pu reconstituer, avait perdu son jeune fils dans des circonstances qu'elle décrivait de manière volontairement confuse, presque codée, comme si elle craignait que quelqu'un d'autre ne lise un jour ces pages. Elle évoquait une maladie, mais aussi des rituels, des pratiques qu'elle qualifiait elle-même de désespérées, entreprises pour ramener son fils, ou du moins pour garder une part de lui auprès d'elle après sa mort. Elle décrivait avoir fait aménager cette pièce secrète sous le salon, avec l'aide d'un homme du village qu'elle ne nommait jamais autrement que celui qui sait, et y avoir pratiqué, nuit après nuit, des cérémonies destinées à maintenir un lien avec l'esprit de son enfant disparu. Les dernières pages du carnet, les plus difficiles à déchiffrer, laissaient entendre que quelque chose avait mal tourné, qu'elle avait senti avec l'effroi que ce qui restait dans cette pièce, ce qui répondait à ses appels nocturnes, n'était peut-être plus tout à fait son fils. Que quelque chose d'autre s'était introduit dans l'espace qu'elle avait créé, avait pris la place de ce qu'elle cherchait à retenir, et qu'elle avait fini par murer l'accès à cette pièce, non pas pour protéger un souvenir, mais pour enfermer quelque chose qu'elle ne pouvait plus contrôler. En lisant ces lignes, avec mon père, dans la cuisine de cette maison où j'avais grandi sans jamais rien soupçonner de tout cela, j'ai ressenti une peur d'une nature totalement différente de tout ce que j'avais pu éprouver jusque-là. Une peur froide, informée, celle qui naît non pas de l'inconnu mais de la compréhension progressive d'un danger réel. Nous venions, sans le savoir, de rouvrir quelque chose que cette femme avait scellé délibérément plus d'un siècle auparavant parce qu'elle avait jugé que c'était trop dangereux pour rester ouvert. Les nuits suivantes ont été les pires de toute mon existence. Les raclements sont devenus quotidiens, toujours entre 3 et 4 heures du matin, cette heure que certains appellent l'heure du diable et que je comprenais désormais avec une acuité nouvelle et terrifiante. Ma mère a commencé à faire des cauchemars récurrents dans lesquels, disait-elle, un enfant l'appelait depuis le salon, une voix qui l'implorait de descendre, de venir le chercher, de le libérer. Elle se réveillait chaque fois en larmes, incapable de se rendormir, terrorisée à l'idée de refaire ce rêve.
Pour ma part, je ressentais chaque soir, dès que je posais un pied dans le salon, cette même sensation de froid localisée devant la bibliothèque, cette impression tenace d'être observée depuis l'obscurité du renfoncement, même bibliothèque fermée. Une nuit, alors que je descendais boire un verre d'eau vers 2 heures du matin, j'ai clairement entendu, en passant devant le salon plongé dans le noir, un murmure. Une voix d'enfant, ténue, presque inaudible, qui répétait inlassablement les mêmes mots, que je n'ai identifiés qu'en m'approchant, le sang glacé dans les veines. Reste avec moi. Une phrase répétée en boucle, avec une inflexion suppliante qui n'avait absolument rien d'humain dans sa manière de se répéter, exactement identique, sans jamais varier d'un souffle, comme un enregistrement défectueux tournant en boucle depuis un autre temps. Je suis resté figé dans ce couloir plongé dans l'obscurité, incapable de faire un pas de plus vers le salon, incapable également de faire demi-tour, comme si mon corps entier refusait de m'obéir. La voix a continué encore et encore. Reste avec moi, reste avec moi. Et j'ai senti à un moment précis une variation dans le ton, quelque chose qui glissait imperceptiblement de la supplication vers autre chose, une note plus sourde, plus dure, presque menaçante, comme si la patience de cette chose, quelle qu'elle soit, commençait à s'épuiser. Les jours qui ont suivi cette nuit-là, je n'ai plus été capable de dormir normalement, même de retour chez moi à Lyon, à plus de 2 heures de route de cette maison. Je me réveillais systématiquement entre 3 heures et 4 heures du matin, sans raison, l'oreille tendue dans le silence de mon propre appartement, comme si une partie de moi était restée là-bas, dans ce salon, à guetter le moindre raclement. Je me souviens d'avoir vérifié plusieurs nuits de suite que la porte de ma chambre était bien fermée, que les fenêtres étaient verrouillées, alors même que rien, absolument rien, ne s'était jamais manifesté chez moi. C'était comme si cette maison, cette pièce, avait laissé une empreinte en moi, une sorte de résonance que je continuais de porter, kilomètre après kilomètre, loin de la source. J'ai passé plusieurs soirées cette semaine-là à essayer d'en apprendre davantage sur l'histoire de la maison elle-même. J'ai consulté les archives municipales du village, disponibles en ligne, cherchant toute trace d'un acte de décès correspondant à un jeune enfant dans cette propriété à la fin du XIXe siècle. J'ai fini par trouver dans un registre paroissial numérisé la mention d'un garçon prénommé Augustin, décédé à l'âge de 7 ans, officiellement de fièvre en 1887. Le nom de famille correspondait à celui que nous avions déchiffré partiellement sur la première page du carnet. Ce nom, en le lisant sur cet écran, dans le silence de mon salon, m'a fait ressentir un frisson d'une intensité que je n'aurais jamais imaginé possible face à une simple ligne d'archive administrative. Augustin. Un prénom, un âge, une date, et derrière tout ça, la certitude glaçante que ce que nous avions entendu murmurer dans ce couloir n'était pas le fruit de notre imagination collective, mais portait un nom, une histoire, une réalité qui avait existé bien avant nous. J'ai partagé cette découverte avec mes parents lors d'un appel téléphonique un soir et j'ai senti dans la voix de ma mère une émotion que je ne lui connaissais pas, un mélange de compassion sincère pour cet enfant disparu et d'une terreur renouvelée à l'idée que cette histoire, loin de s'éclaircir, ne faisait que gagner en épaisseur, en réalité, en poids. Elle m'a confié ce soir-là qu'elle avait recommencé à faire ce même cauchemar presque chaque nuit désormais, où un enfant l'appelait depuis l'obscurité du salon, mais qu'elle entendait désormais distinctement ce prénom, Augustin, prononcé au milieu de ses appels, comme si le rêve lui-même s'était affiné, précisé, comme si la chose qui l'habitait cherchait maintenant à se faire reconnaître, à établir un lien plus personnel, plus intime avec elle. C'est également cette semaine-là que mon père a commencé à remarquer des phénomènes qui le concernaient directement, lui qui jusque-là n'avait vécu que les manifestations sonores, les raclements et le froid. Il m'a raconté avec une gêne palpable dans la voix qu'il avait retrouvé à 2 reprises les livres qu'il venait pourtant de ranger dans des cartons, disposés en piles bien droites au centre du salon, exactement à l'endroit où se trouvait autrefois l'ouverture de la bibliothèque. Une pile parfaitement ordonnée, comme rangée avec un soin méticuleux, alors que la maison était vide, mes parents dormant à l'étage, aucune porte n'ayant été forcée. Il avait d'abord soupçonné ma mère, elle avait soupçonné mon père, avant qu'il ne réalise avec effroi qu'aucun des deux n'était responsable de ce rangement nocturne. Ce week-end suivant, je suis retournée une nouvelle fois à la maison, déterminée cette fois à comprendre jusqu'au bout ce qui se jouait sous ce salon, avant d'envisager quoi que ce soit d'aussi radical que de sceller définitivement le passage. J'ai passé plusieurs heures, seule, dans cette pièce secrète, à la lumière d'une lampe à piles, à observer les symboles gravés dans la pierre, à essayer d'en comprendre la logique. Ce que j'ai fini par réaliser, en les recopiant sur un carnet et en les comparant, tard dans la nuit, à des recherches que j'ai menées sur mon téléphone malgré la faiblesse du réseau à cet endroit, c'est qu'il ne s'agissait pas de symboles ésotériques classiques, mais bien d'un calendrier, comme je l'avais pressenti dès le premier soir.
Un calendrier de nuit, de date précise, correspondant très probablement aux nuits où cette mère éplorée était descendue, seule, pratiquer ses rituels de deuil, cherchant nuit après nuit à maintenir un fil ténu avec son fils disparu. Mais en étudiant plus attentivement l'espacement de ces marques, j'ai remarqué quelque chose de profondément troublant. Vers la fin du calendrier gravé, les marques devenaient irrégulières, plus profondes, plus violentes dans leur tracé, comme si la main qui les avait gravées tremblait ou agissait sous le coup d'une émotion bien plus intense que le simple chagrin. Les dernières marques, tout au bord de la pierre, semblaient même avoir été ajoutées à la hâte, presque griffées plutôt que gravées, comme si celle qui les avait tracées cherchait à consigner quelque chose d'urgent avant de fuir définitivement cette pièce. C'est en observant ces dernières marques que j'ai compris, avec une clarté glaçante, que le carnet ne mentait pas. Quelque chose s'était bel et bien substitué, à un moment donné, à la présence qu'elle cherchait initialement à retrouver, et cette femme l'avait su, l'avait senti, avant de fuir et de murer cet endroit pour de bon. C'est à ce moment que j'ai pris la décision avec mes parents qu'il fallait refermer définitivement ce passage, non pas simplement remettre la bibliothèque en place, mais condamner littéralement l'accès à cette pièce, comme cette femme du XIXe siècle avait fini par le faire elle-même en son temps. Nous avons contacté un maçon du village, un homme d'une soixantaine d'années qui connaissait la maison depuis des décennies, ayant lui-même effectué de petits travaux pour les précédents propriétaires. Quand nous lui avons expliqué ce que nous voulions faire, sans entrer dans les détails les plus étranges de notre histoire, il a eu une réaction que je n'oublierai jamais. Il a pâli, littéralement, et nous a demandé si nous avions trouvé la petite pièce sous le salon. Je me souviens du silence qui a suivi cette question, un silence lourd, chargé de tout ce que nous n'avions pas encore osé dire à voix haute. Il nous a alors raconté que son propre père, lui aussi maçon, avait été appelé, bien des années auparavant, par une ancienne propriétaire pour murer un accès dans cette même maison. Un accès que cette femme, selon les souvenirs transmis de père en fils, avait décrit comme donnant sur quelque chose qu'il valait mieux ne jamais rouvrir. Cette révélation a confirmé avec une force glaçante tout ce que nous avions découvert dans le carnet. Cette pièce avait bel et bien été murée volontairement, il y a plus d'un siècle, par la femme qui avait perdu son fils, et notre découverte, notre curiosité bien naturelle mais totalement inconsciente des conséquences, avait rouvert quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. Le maçon a accepté de venir, mais uniquement à condition de travailler en plein jour et de terminer le chantier avant la tombée de la nuit. Il a muré l'entrée du passage secret avec des parpaings, sans même prendre la peine de démonter la bibliothèque, préférant sceller directement le renfoncement derrière elle. Pendant qu'il travaillait, je suis restée avec lui dans le salon, incapable de le laisser seul face à ce chantier, et j'ai remarqué à plusieurs reprises que les outils qu'il posait sur le sol semblaient se déplacer légèrement d'eux-mêmes dès qu'il avait le dos tourné, de quelques centimètres à peine, juste assez pour qu'on ne puisse jamais être totalement certain de ne pas se tromper. Mais suffisamment pour installer un doute permanent, une inquiétude rampante qui ne nous a plus quittés de tout l'après-midi. Pendant toute la durée du chantier, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir, à intervalles réguliers, cette sensation familière de froid qui remontait depuis le sol, comme si quelque chose, de l'autre côté de l'ouverture encore béante, comprenait ce qui était en train de se produire et cherchait par tous les moyens qui lui restaient à s'y opposer. À un moment donné, alors que le maçon avait le dos tourné pour préparer un nouveau seau de mortier, j'ai vu distinctement dans l'obscurité du renfoncement pas encore totalement muré, une forme se déplacer. Rien de net, rien que je pourrais décrire avec précision même aujourd'hui, seulement une masse plus sombre que l'obscurité environnante, un mouvement furtif, comme une silhouette basse, celle d'un enfant peut-être, qui se serait rapprochée de l'ouverture avant de reculer aussitôt, effrayée elle-même par la lumière du jour qui filtrait depuis le salon. Je n'ai rien dit au maçon. Je crois que j'avais peur qu'en le disant à voix haute, cela devienne plus réel encore que ce que je vivais déjà. Et surtout, je craignais qu'il refuse de terminer le travail s'il voyait, lui aussi, ce que je venais d'apercevoir. Le dernier parpaing a été le plus difficile à poser. Le maçon lui-même, cet homme habitué depuis des décennies à ce genre de travail, a marqué une hésitation avant de le sceller définitivement, comme si une part de lui, guidée par une intuition héritée peut-être de son propre père, hésitait à refermer complètement ce passage. Il a fini par le faire, en silence, sans un mot superflu, avec une rapidité presque brutale dans son geste, comme s'il cherchait à en finir au plus vite avant de changer d'avis. Le bruit du parpaing raclant contre le ciment encore frais a résonné dans tout le salon d'une manière qui m'a semblé, sur le coup, définitive, presque solennelle. Comme la fermeture d'un tombeau plutôt que celle d'un simple mur, quand le dernier parpaing a été scellé, quand le ciment a commencé à sécher, recouvrant définitivement l'accès à cette pièce et à ce qu'elle contenait encore, j'ai ressenti un soulagement immense, mais un soulagement teinté d'une tristesse étrange, presque incompréhensible dans les circonstances.
Comme si en scellant cet accès, nous abandonnions réellement quelque chose ou quelqu'un à une solitude éternelle dans l'obscurité. Cette pensée m'a longtemps hantée, bien après que les phénomènes eurent cessé, car ils ont cessé, effectivement, presque immédiatement après le scellement de la pièce. Les raclements nocturnes se sont arrêtés dès le premier soir suivant les travaux. Les cauchemars de ma mère se sont espacés, puis ont totalement disparu au bout de quelques semaines. Le froid localisé devant l'ancienne bibliothèque, désormais fixé définitivement contre un mur plein, n'est jamais revenu. La maison, en apparence, était redevenue exactement ce qu'elle avait toujours semblé être avant notre découverte. Une simple maison de famille, chargée de bons souvenirs, sans aucun mystère caché derrière ses murs. Mes parents ont finalement vendu la maison quelques mois plus tard, comme prévu initialement, à un jeune couple qui ne connaît évidemment rien de toute cette histoire et qui ne verra probablement jamais sous cette bibliothèque désormais fixée pour de bon la charnière que j'avais un jour découverte par hasard. Je garde quant à moi ce carnet de cuir noir que je n'ai jamais osé détruire ni jeter, mais que je conserve enfermé dans un tiroir que j'ouvre rarement. Parfois, la nuit, quand je repense à cette voix d'enfant murmurant inlassablement «Reste avec moi» dans l'obscurité de ce couloir, je me demande ce qui exactement a fini par être scellé derrière ces parpaings. L'esprit d'un enfant disparu depuis plus d'un siècle, cherchant simplement de la compagnie dans son éternité solitaire, ou bien autre chose, quelque chose qui avait pris sa place depuis longtemps et qui continue peut-être, quelque part sous ce salon, à attendre patiemment que quelqu'un d'autre, un jour, ait la mauvaise idée de rouvrir ce passage. Je ne suis jamais retournée dans cette maison depuis la vente. Je ne pense pas que j'en aurai un jour le courage. Voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire de ce passage secret qui, dans la maison de mes parents, cachait bien plus qu'un simple couloir. J'espère que ce récit vous aura tenu en haleine ce soir. Merci infiniment de m'avoir écouté et merci de faire vivre cette chaîne à la lueur de la bougie avec toute votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure pour une nouvelle histoire, toujours à la lueur de la bougie.